Swords and Malone. Je te l'ai déballé, ça va faire quoi, 2 semaines? Peut-être 3? Puis, avoir l'attraction qu'il y a eu avec Dark Providence, je me dis, bah, écoute, les nouveautés, c'est très rare que je t'en montre, mais ça a été Dark Providence, ça a été une vidéo qui m'a donné beaucoup de traction. Fait que, hey, on s'essaye. J'ai eu l'opportunité là, de le jouer là, quand même quelques fois. Heureusement, c'est un jeu qui s'apprend vite et qui se joue vite. Donc, c'est pas un euro de 2-3 heures. Ça m'a permis là, d'y donner là, une coupe de tour de table. Et je pense que j'ai fait une opinion assez solide là, pour pouvoir te la partager. Donc, comme d'habitude, on va aller voir, là, je t'ai fait un petit montage pour le comment jouer. Puis après ça, on va faire la revue morceau par morceau, puis je te donne mon feeling là-dessus. Dans Swords and Malone, chaque joueur fera une course au point en tentant de déduire qui est relié à la conspiration. À son tour, un joueur doit choisir un dé. Il peut prendre le chiffre qu'il veut, mais ne peut avoir plus d'un dé par couleur, soit un noir, un gris, un blanc et un de sa couleur. Ce choix se fera dans l'ordre qu'il désire. Un coup le choix fait, il pourra, s'il le désire et s'il lui reste des balles, changer la valeur du dé en plus ou en moins à la hauteur de la valeur de 1 par balle. Ensuite, avec ce dé, il choisira une action sur un choix de 7. Action numéro 1, le bureau. Le joueur pourra, s'il a les fonds nécessaires, augmenter la force d'autant d'actions que la valeur de son action bureau. Action numéro 2, le calendrier. Le joueur pourra avancer d'autant de cases que la force de son action calendrier sur la piste calendrier et récolter tous les bénéfices croisés. Action numéro 3, l'enquête. Le joueur pourra se déplacer d'autant de territoire que la force de son action enquête et récolter tous les indices qu'il a croisés. Il devra couvrir un suspect de la conspiration avec la carte escroquerie, mais pour avoir de l'information privilégiée sur qui n'est pas un suspect, ne dévoilez pas cette carte. Action numéro 4, l'escroquerie. Le joueur pourra prendre, à la hauteur de la force de son action escroquerie, et s'il a les moyens de résoudre ce cas, les cartes escroquerie permettant de se rapprocher des suspects et de résoudre d'autres affaires. Action numéro 5, les affaires. Le joueur pourra prendre du marché ou du paquet de cartes les cartes affaires qui lui permettront de boucler une affaire. Action numéro 6, la détermination. Le joueur pourra prendre, à la hauteur de la force de son action détermination et de ce qu'il y a de disponible dans la réserve de balles, un certain nombre de balles. Le joueur devra ensuite relancer son dé et peut, s'il le désire et s'il est possible de le faire légalement, effectuer cette nouvelle action qui ne peut pas être modifiée. Quand rien n'y fait, il est toujours possible de lire le journal. Le joueur peut, avec n'importe quel dé en couleur et en chiffres, lire le journal. Cette action lui rapporte 1 en argent, un indice générique de son choix et une balle s'il en reste dans les stocks. L'action effectuée, le joueur peut jouer des cartes d'affaires. En payant les ressources demandées par les cartes à jouer, le joueur peut les mettre en jeu sur son bureau et obtenir les ressources et points de victoire associés au paiement. Lorsque le joueur peut compléter une affaire en ayant les onglets A, B et C, il pourra obtenir les ressources pour les cartes de classeur gris et compléter un tableau de paquets d'allumettes pour les classeurs boisés, donnant des points de fin de partie. Pour chaque affaire résolue, le joueur doit piger 3 cartes intuition et en conserver une qui lui donnera un facteur multiplicateur sur les 4 suspects de la conspiration. Le prochain joueur peut à ce moment choisir son action et procéder. Le jeu se joue en 4 rounds de 4 dés pour un minimum de 16 actions, peut-être un peu plus si vous obtenez des bonus. Le joueur ayant reçu le plus de points de victoire à la fin du décompte final gagne la partie. Fait que c'est comme ça qu'on joue une partie de Swords and Malone. Il y a certaines règles que je t'ai pas nommées, soit des edge cases ou certains trucs particuliers, mais on va pouvoir le voir pendant que je vais faire la critique. Comme d'habitude, on y va morceau par morceau, pièce par pièce, pour savoir qu'est-ce que cette production-là inclut. Puis après ça, je te donne mon feeling là-dessus. On va commencer parce que je l'ai d'en face par la boîte. Plusieurs gens ont dit que la boîte était exagérément trop grande. Elle peut être grande si tu enlèves
le mailer blanc, là, donc si tu l'enlèves, effectivement, la boîte, je pense qu'il va avoir ça de composants. Tout ça, ça va être du vide. Puis le plateau, il n'arrive pas juste. Mais ça ne me fait pas grand-chose parce que ça donne de la place en masse pour classer. Puis pour les cartes, moi, j'aime bien utiliser ces boîtes-là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu mets la boîte là, puis c'est jamais assez épais. Puis là, tu te retrouves avec le couvert qui tilte là, peut-être à 30 degrés. Donc finalement, moi, la boîte, je la trouve correcte. Elle est rigide, puis au moins, tout rentre dedans. Tu peux sacrer ça dans la boîte, tu n'es pas obligé de commencer à faire du Tetris pour essayer. Puis tu sais, des fois, là, on se retrouve là, à prendre nos sacs et essayer de mettre ça le plus plat possible parce que la boîte est ça d'épaisse, mais il y a du stock. Tout était juste un coup avant d'être punché. Un coup, tu as punché tout ça, il n'y a plus de place. Ici, c'est sans problème. Les instructions. Les instructions sont pour, en grande majorité, là, je te dirais à 90%, simples, simple à suivre, simple à comprendre. Le problème que j'ai eu avec ce jeu-là, c'est que il décrit les actions, mais c'est difficile de comprendre leur utilité dans l'ensemble de l'œuvre. Généralement, là, au bout là, du premier round, là, un coup, tu as joué là, les 4 premiers dés, tu fais comme un genre de « Ah, ok, là, je comprends », puis soudainement, tout vient plus simple. Il n'y a plus de question. Pourquoi je prends la carte là, je la remets là, je la revire, je la retourne, je vais la chercher, je la garde secrète. Et soudainement, tout fait du sens. Donc, mais tu vois, c'est une action par page. Ici, tout est très, très clair. Il y a des exemples en masse. Il y a ici, là, tu sais, ça s'appelle close case, fermer un cas, mais j'ai confirmé sur BGG, puis on peut jouer des cartes en main. Les cartes de cas, on peut les jouer sur notre bureau, même si on ne ferme pas un cas. C'est-à-dire, donc, que tu peux commencer à monter ton cas. Tu n'as pas nécessairement ABC, mais tu peux jouer un A qui peut-être va te faire dépenser des ressources, mais il va te donner de l'argent que tu as besoin pour ton prochain tour, et blablabla. Donc, tout ça, ça marche super bien. Et puis, la comptabilité de fin de partie, elle est aussi d'une grande simplicité. Grosso modo, c'est à peu près tous les cartons que tu as, l'argent, les balles et les évidences. Donc, les indices. Tu additionnes tout ça, divisé par 2 planchers. Donc, si tu en as 9, divisé par 2, 4,5 planchers, tu as 4 points de plus. Après ça, ici, tu as le tableau. Puis là, il n'y a pas de si une carte a participé à toutes des pareilles, tu ne peux pas la mettre dans les différentes. Non. Combien t'en as de pareils, voilà combien que ça donne de points, combien t'en as de différents, voilà que ça donne de points. Encore une fois, très, très, très simple, et ça, j'ai aimé ça. Et ensuite, il y a la portion des suspects, de la conspiration qui est ici. J'ai trouvé, ça marche bien, là, le système, là, puis c'est excitant d'aller chercher des cartes en fermant des cas comme ça. Par contre, à cause de la distribution, puis un coup là que tu as trouvé peut-être 2 cartes sur le plateau, c'est quand même un peu un crapshoot. Tu sais que généralement, une distribution normale va faire en sorte que tu vas en avoir un de chaque puis un doublé. Puis, ce que j'ai trouvé, c'est que généralement, ce bout-là t'arrive à peu près égal. En fait, c'est pas tellement le choix de qui tu prends plutôt que le nombre. Les 3 parties à 2 que j'ai jouées, j'ai fini, j'en avais toujours une de plus que les autres, puis ça a fait que j'ai pu gagner la partie. Donc ça ici, puis ça se trouve avec ces cas-là, les cartes d'intuition, il faut bien plus que de commencer à dire « Ah, je pense que s'il y a plus de grenouilles, c'est sûr, tu vas doubler. » Mais tu sais, si t'en ramasses beaucoup, au final, tu vas le faire plus de points. Mais ça n'enlève pas que ce bout-là est une mécanique intéressante. On va avoir le temps d'y revenir. Mais grosso modo, le livre bien fait, facile à lire, beaucoup d'exemples. Peut-être quasiment à la limite un peu trop long pour ce qui est le jeu, parce qu'un coup tu le joues, tout se fait super bien.
Les plateaux jeux. Les plateaux jeux d'un bon carton, ils n'ont pas gondolé. Tu sais, des fois, là, t'es sors d'un plastique, puis soudainement, avec l'humidité, surtout nous ici, là, au Québec, là, l'été commence, puis là, ça se met à tourner. Pas du tout. Le double couche marche très bien. L'iconographie, au début, ce qui me choquait, c'est que je trouvais que j'avais pas beaucoup d'indices. Mettons ici Moxie de dire qu'il faut relancer le dé encore une fois. Un petit peu, j'ai ça ici. Quand même, ils ont mis des cartes d'aide. C'est ça. Donc, ici, puis tu le vois ici, là. Donc, prendre des balles, puis relancer le dé. Sont assez bien faites en général, les cartes d'aide. Par contre, je les trouvais un petit peu incomplètes, surtout quand tu es en apprentissage. Donc, autopromotion, j'ai fait un aide sur Board Game Geek. Donc, si jamais tu as de la misère avec les instructions, puis en plus, c'est qu'il n'y a pas d'aide pour les bonus. Puis le dos du livre ne sert pas. Donc, si tu peux en faire imprimer au moins 2 copies, puis tu les fais tourner autour de la table, puis là, tout le monde va savoir à quoi servent les différents symboles. Quoiqu'encore une fois, un coup, tu as joué une game au complet, peut-être 2, tout va faire du sens. Donc, bref, les plateaux joueurs, très, très, très bien. Puis, je vais faire un segue vers l'orientation artistique. Je te l'ai dit quand je l'ai pris, c'est ça qui m'a donné envie de l'essayer et je trouve encore que ça marche très, très, très bien. Donc, ici, tu en as un Suds, qui est ici avec son imperméable jaune, qui ne sera pas sans rappeler Dick Tracy. Un petit peu, je pense que je vais te donner peut-être un petit peu plus de lumière comme ça. Et voilà. Ici, style un peu femme fatale. Et voilà. Et ici, un autre, celui que moi je préfère avec la chemise blanche et la cravate noire. Les 4 plateaux sont symétriques. Donc, c'est vraiment juste, tu choisis ta couleur, tu choisis ton avatar, mais il y a juste ici que l'avatar va apparaître. Il n'y a rien sur le plateau qui montre que tu es le bonhomme avec la chemise blanche ou la dame avec le chapeau avec une boucle. Mais sinon, ça, c'est le fun, puis c'est super épais. Tu sais, c'est du gros double couche. On va aller vers les dés. Les dés sont très gros. Enfin, merci bon Dieu, un jeu de manipulation de dés où les dés, ils sont gros. Ils sont gros, ils sont denses. Quand tu joues à 2, c'est 12 dés que tu dois lancer. Tu as la main pleine. Puis ça, c'est super cool, encore une fois. Puis après ça, tu les places. Moi, j'aime ça les trier par partie, mais essentiellement, les dés sont de bonne qualité, sont de bonne densité. Évidemment, tu me dis, c'est des dés très standards, mais on en a vu des jeux qui coupent les coins à coups peut-être d'une demi-scène par dé. Puis on le ressent quand on joue que c'est des dés qui sont cheapettes. Ici, ça va très, très, très bien. Tous les cartons sont de très bonne qualité. Ils sont épais, puis je te disais, là, ça a l'air, attends un peu, c'est-tu? Ouais, c'est la même épaisseur que ça ici. Mais bref, tous les cartons sont de très, très bonne qualité. Il y en a qui diront que ça fait cheap un peu le fait qu'il y ait un rebord blanc autour de chacun, puis ça aurait dû être imprimé jusque sur le bord. Je trouve que ça va dans l'esprit, quand je veux dire l'esprit du jeu, l'esprit thématique du jeu, où le côté 1930, donc il y a quelque chose d'un peu rétro à avoir fait ça comme ça, et je suis pas mal convaincu que c'est une décision qui a dû baisser un peu le coût de production, parce que ton punch n'a pas besoin d'être super précis, ça te permet d'avoir un peu de lousse autour, et ça fait la job, les cartons sont épais, les jetons sont gros, tout se manipule super bien. Parlant de ça, encore une fois, j'aime le fait qu'il n'y a pas, c'est pas excessif au niveau du détail. Donc, c'est borderline cartoon quand on regarde ça ici pour les différents jetons. Mais ça en fait en sorte qu'ils sont très, très, très lisibles dans des couleurs différentes. Donc, un noir, ici, un genre de turquoise, un rouge et un jaune. Je ne sais pas si c'est des couleurs qui sont
colorblind friendly. Mais quand même, tu piges là, dans le plat là, des ressources, puis tu ne feras pas, mon Dieu, lequel est un pad et lequel est un whisky. Comme un certain jeu en thé, je me demande si c'était pas Origine, où c'est que genre la pierre, en tout cas, il y avait 2 ressources blanches sur un jeton jaune, sur un jeton blanc. C'était pas clair, il y avait toutes la même forme, et si les formes sont différentes, les couleurs sont différentes et les grosseurs sont adéquates. Il y a l'argent qui est peut-être un peu juste au niveau des singularités comme ça. En termes là, de x5, ça va très bien, mais moi, je déteste passer ma game à faire du change. Donc, j'aurais peut-être pris quelques jetons de plus en unité. Les balles, il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque partie, c'est une ressource... comment dire, une ressource limitée. Donc, il y en a 4 d'un stock et c'est 2 par personne. Donc, si on se retrouve où c'est qu'il n'y en a plus d'un stock, t'as flot, ton bonus, tu l'as échappé. Tu as mal timé tes affaires, puis il y a quelqu'un qui a été chercher des balles. Fait que ça, encore une fois, ce qui est le fun, c'est que ça rajoute une tension à dire quand et comment je vais aller en chercher. Ensuite, la qualité des cartes, fortement tressées, d'épaisseur correcte, donc sans être hyper minces, elles ne sont pas, elles n'ont pas l'épaisseur d'un Fantasy Flight. Là. Donc, tu n'as pas l'impression de jouer, mettons, à Arkham avec ça, mais elles font très, très, très bien le travail. Moi, je les ai sleevées seulement par préférence. J'aime ça, avoir mes cartes, puis être capable de les glisser de même sans que ça accroche. Ça amène, on parlait de l'iconographie, de la qualité des cartes, elles sont hautement lisibles. Certains diront encore une fois que sur un fond blanc, ça peut paraître morne un peu et plate. Par contre, on ne se perd pas d'un graphique et tout se lit très bien. Donc, tu sais, ici, là, c'est un de chaque qui va te donner 6 points. Ici, c'est un pad, un téléphone et les 3, au choix, un des 3. Borderline, tu n'as même pas besoin de voir le pad d'iconographie. Tu vas comprendre ici qu'est-ce que c'est. Parce que tantôt, je t'ai parlé des balles. Les balles, ils servent, on a dit pendant le How to Play, à changer des valeurs de dés. Mais aussi, il y aura des situations, je crois que c'est avec les flim-flam, où des fois, comme ici, une balle devient une ressource. Donc, il t'en reste rien qu'une. Est-ce que tu veux avoir la balle pour 3 points et les onglets ASC ou tu veux les garder peut-être pour un tour subséquent pour pouvoir modifier un dé? Qui fait en sorte que les balles ont ce double rôle-là que j'ai trouvé fort intéressant. Les cartes de cas, elles sont nombreuses, mais à un moment donné, là, ça revient tout un peu au même. Les bureaux ici, donc l'effet 3D n'est pas aussi bien réussi que dans un Lacerda, mais c'est pas grave, ça fait encore une fois très bien ce que ça a à dire. Puis ici, là, c'est vraiment fantastique. La première fois que je regardais ça, à quoi ça sert? Puis il faut dire que je lis jamais le décompte final à ma première lecture des règles. J'en ai déjà plein bottines à essayer de comprendre comment le jeu fonctionne. J'arrive à la fin. Puis je suis convaincu que c'est pas la première fois que je te le dis. Peut-être que je comprendrais mieux le arc du jeu si je commençais à les lire une fois de temps en temps, ces fameuses règles de pointage-là finales. Bref, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais mettons les balles, il y a quelqu'un qui pourrait toutes les prendre puis choquer à la game en les mettant de côté. Mais un joueur ne peut pas garder plus que 6 balles à la fin de son tour. Fait que s'il n'en reste pas, puis un joueur, il y en a 7, ben, il va au moins en remettre une sur le pistolet. Fait que les limitations ici, là, donc pas plus que 5 cartes en main. Donc encore là, tu ne peux pas te retrouver avec un joueur qui va conserver, là, qui va se faire une main infinie de cartes, qui fera quasiment pas de points, puis à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, puis qui va comme les clencher au bout, parce qu'il faut que tu ne peux conserver un maximum de 6 balles, de 5 cartes, de 7 indices, cette évidence, et pas plus que 4 cartes ici, ce qui va t'obliger à devoir, de façon régulière,
fermer des cases. Donc, le jeu, c'est une façon un peu artificielle, mais qui marche très bien, de permettre au jeu de rouler d'une façon naturelle et non pas d'avoir là, comment je te dirais, là, des alpha gamers qui vont essayer de gamer le jeu en disant je vais choquer à la game, je vais me faire une super main, je vais comme tout accumuler mes cas, puis à la fin, là, je vais tout cracher mes cartes. Ça n'arrivera pas. Donc, l'aide de jeu très très bien faite. Ici, là, pour le bureau. Les cubes qui fonctionnent avec le plateau de jeu, je suis content. Ils sont gros et ils sont non arrondis. Ça veut dire qu'ils sont hyper stables. Puis, tu sais, ils ont laissé du give ici. Donc, on a vu des jeux, là, des fois même des Awaken Realm, là, des machines de production. Tu viens de mettre un cube, là, puis tu es comme obligé de le forcer, puis le cube, il finit un peu en diagonale comme ça. Ici, ça marche super bien. À un moment donné, il faut que je fasse du nitpicking, là. Ça veut dire que, OK, c'est bon, je monte, j'ai 2 cubes là, j'en monte un là, puis un là. Ah, OK, c'est quoi qu'il y avait en dessous? Là, je fais 2 points, là, je fais 2 points. Tu sais, on se retrouve, des fois, on se demande si l'argent n'aurait pas dû être là et le bénéfice au-dessus. C'est vraiment mineur, là. Comme je te dis, c'est du nitpicking. Là. À un moment donné, c'est une critique. Il faut bien que je trouve des trucs à critiquer. Mais sinon, les cubes, super. C'est du beau gros cube euro comme j'aime. Les marqueurs ronds, très corrects. J'aurais peut-être aimé qu'ils soient un peu plus gros, tant qu'à faire. De cibler un peu comme le cube. J'ai l'impression que plus gros, par exemple, ça aurait peut-être fucké un peu au niveau de la piste du calendrier qui est ici. Le marqueur joueur qui se promène dans la ville, la badge qui a été screen printée ici, d'ailleurs c'est le fun, c'est pas en blanc, c'est en doré, donc ça donne un look quand même qui est très chic. Ça marche très bien, je suis très satisfait, même épaisseur d'ailleurs, mais un petit peu plus gros, là, donc avec les formes il se prend bien. Critique pour critique, je me demande si tant qu'à avoir un avatar, ça n'aurait pas été mieux d'avoir. Puis surtout qu'il y avait de la place, c'est punch, d'avoir peut-être 4 standees avec, mettons, 4 socles. Puis on aurait pu avoir des standees qui se promènent, puis ça aurait donné un peu de personnalité au board. C'est rien de grave. Ça marche très bien, mais tu sais, tant qu'à. Surtout que les punch boards, il y avait du blanc en masse. J'ai l'impression que, mettons, deux standees par punch board, on aurait pu avoir ces avatars-là, comme ça, qui auraient pu se promener sur la carte. Les cartes d'intuition, les hunch cards, c'est les mêmes photos que les cartes de suspect. Donc, encore une fois, c'est le fun quand même. Il y a des risques de dire, ben, si tu penses qu'il y a, mettons, 2 rats et pas, ou juste une taupe, ben, tu peux des fois risquer de dire je vais perdre des points négatifs sur cette carte-là, je vais perdre 1 point, puis si j'ai 2 rats, je vais faire plus 8, fait que ça donne un net positif de plus 7. Il y a quand même certaines cartes qui amènent à pouvoir faire des choix intéressants, quoique je me retrouve généralement dans des situations où les choix sont plutôt évidents. On a parlé des cartes, on a parlé des hunch, quelque chose que je ne t'ai pas parlé pendant le comment jouer. C'était, écoute, là, on a un de chaque. Si tu n'aimes pas ce genre-là, je pense pas que ça peut t'empêcher d'apprécier le jeu. Mais, tu sais, je t'ai déjà parlé de Joël, elle a déjà fait un show avec moi. Elle, à tous les fois qu'elle pigeait une carte de même, elle se pognait un fou rire, tellement elle a aimé l'approche artistique. Quelque chose non plus que je ne t'ai pas montré, puis je crois que c'est une des stratégies que je ne t'ai pas expliqué. Souvent, dans le How to Play, je t'ai dit ici, il faut que tu essaies de savoir qui est là dans la conspiration. Il n'y a pas 18 façons de savoir qui est dans la conspiration. De mémoire, il n'y a que 2 seules... Non, il y a 3 façons de savoir qui est dans la conspiration. Première chose, c'est sur 2 des upgrades ici, tu as une loupe. La loupe te permet de dire, là, les cartes sont toutes comme ça, d'en choisir une qui n'est pas recouverte par une flim-flamme. S'il y a une flim-flamme dessus,
il y a une... comment je t'ai dit ça en français tantôt, là, quand je l'ai... c'est pas, attends, c'est pas enquête, escroquerie. Ben, tu sais, vois ça comme étant, là, il y a de quoi régler avec lui pour être capable de te rendre à un suspect potentiel. Mais quand ils ne sont pas recouverts, tu en choisis un, tu le regardes secrètement et tu la remets comme ça. Ça devient une information privée pour toi, mais pas pour les autres. Une autre façon, un coup que tu as préparé ça ici, il va te rester, ça veut dire, 9, il va te rester 5 cartes. Tu vas prendre tes 5 cartes et tu vas mélanger 3 pies avec, des stoolies. Quand tu as une stoolie, tu vois ici par rapport, mettons, à un rat, le rat, là, ça fait juste dire que c'est un rat. Le stoolie, ici, pour 1$, il va donner l'action de loupe. Tu peux, dès que tu prends la carte, tu peux payer ta pièce et tout de suite aller voir, ou peut-être que toutes les cartes ont été recouvertes, tu mets ça de côté, fait que tu peux faire à croire aux gens que c'est un indice de plus, puis à un moment donné, tu fais, en passant, je paye une pièce, un stoolie, puis ça te permet d'aller en révéler une. On a parlé des stoolies, puis OK, donc il y a le plateau, il y a ça, puis il y a 3 fois sur le calendrier de septembre. Donc tu vois, là, au premier round, les mercredis, au deuxième round, les lundis, puis au troisième round, les mardis. Tu as des loupes. Quelque chose que je ne t'ai pas nommé, puis encore là, que j'ai trouvé super intéressant, puis je vais renforcer ça, puis on va se rapprocher. Et voilà. Là, je suis obligé de tourner mon micro ici. Regarde, on va prendre la badge de police, là. Mettons que j'ai une force de 3 le, pour le calendrier. Puis, mettons, on est au deuxième round. Donc, si je fais 1, 2, 3, ce que je te disais, c'est que tu ramasses tout ce que tu as passé derrière. Donc, exemple ici, je peux voir une carte comme ça. Je ramasse 2 caches et je démarre une action, lire le journal, read the news. Par contre, tu as un adversaire qui a engagé avant toi son action calendrier. Il est là. Toi, tu as toujours 3. Fait que tu vas faire 1, 2, 3. L'action qui est couverte, tu ne peux pas la faire, mais ça ne compte pas comme un up, comme un pas. Donc, en fait, tu ne perds rien. Au contraire, ça te permet de te propulser plus loin sur la traque et peut-être d'avoir une action qui t'intéresse plus. Donc, de pouvoir voir quelque chose, lire les nouvelles et dans ce cas-là, poser un informateur. Je te ramène avec moi. On n'a pas parlé du mécanisme. On n'a pas parlé du mécanisme d'informateur. Grosso modo, chaque joueur a 3 jetons comme ça, ABC. Ils sont dans tes stocks et donc ils sont, ils sont inactifs. Quand tu auras un bonus qui ressemble à cette icône-là ici, tu peux mettre un informateur de ton choix là où tu veux. Fait que, mettons, choisis B ici. L'informateur a 3 avantages. Si un adversaire passe dessus ou arrête sur l'espace où est ton informateur, il a le choix ou pas de te payer $1 pour avoir la ressource qui est sur ton informateur. Puis un coup que c'est fait, boum, l'informateur devient inactif. Si c'est ton informateur, donc dans ce cas-là, bleu pour bleu, ben, je peux le retourner pour gratis. Essentiellement, je ne peux pas me payer moi-même. Et la troisième chose, c'est que dès qu'ils sont là, tu peux aller les chercher à la rue pour t'aider à fermer un cas. Donc, la goutte qui est ici compte pour un des onglets à résoudre un cas. Donc, ici, tu vois ABC. Donc, ça ici, ça va aller dans mon tableau. Ça va retourner dans mes stocks. L'informateur a été utilisé. Par contre, il pourra être remis en jeu si tu retombes sur un icône informateur. Et tu pourras quand même bénéficier, même si tu as joué une carte et un informateur, de piger 3, d'en choisir une de ton choix.
Fait que, on a parlé de tout ça. Il reste peut-être le plateau. Le plateau, je le trouve très, très beau. Si j'ai une critique à faire sur le plateau, puis je pense que je vais le rapprocher là, quand ça va être loin, si j'ai une seule critique à faire, c'est que les couleurs sont aussi vibrantes que tout le matériel qu'on met dessus. J'aurais voulu là, qu'il y ait juste un petit... je ne veux pas dire un film blanc, là, mais tu sais, mettons, soit le contraste ou le brightness, là, le baisser juste un peu, parce qu'il y a des fois, là, ça peut être busy, un coup que tu as les badges qui se promènent, tu as toutes les cartes, tu as les cartes recouvertes comme ça pour te dire que tu as un suspect qui est en dessous. Ensuite, c'est là où tu commences à mettre des informateurs, tous les joueurs font ça, tu as les balles dans le coin. Il y a un moment donné, je trouve que ça fait un peu busy, puis il manque de contraste entre le plateau, ou du moins, au moins la partie carte et le matériel qu'on met dessus. C'est à peu près le seul commentaire que je peux faire. Sinon, il est de grosseur fort adéquate. Il est, moi, à mon goût, il est bien illustré. Il s'engage très bien, malgré le thème des animaux anthropomorphiques. Je trouve qu'il s'intègre très bien dans le genre Chicago enquête, noir, blablabla. Avec les cigarettes, les allumettes, là, les pistolets, le fond, la carte qui a l'air vieille, les vieux briquets. Donc, pour moi, ça a fonctionné super bien. On a fait les plateaux, on a fait les cartes, on a fait les cartons. Donc, en général, si tu comprends bien, la qualité de production, pour moi, elle est géniale. Maintenant, j'ai-tu aimé ça? Comment je te dirais, ben ça, j'ai adoré ça. C'est un jeu qui est extraordinaire pour moi. Qu'est-ce qui en fait qui est extraordinaire? Un coup que le teach y est fait, à 2 personnes, 1 heure t'as joué. 1 heure t'as joué, où c'est que t'as augmenté des pistes, où c'est que tu t'es promené, tu as essayé des fois peut-être là, de jouer stratégique puis de trouver des cartes pour essayer d'aller couvrir ce que tu as vu que ton adversaire avait vu. Donc, tu t'arranges pour dire qu'à tous les fois qu'il va pogner une loupe, il va brûler sa loupe à aller revoir toujours la même affaire. Donc, toi, avoir un petit peu d'informations privilégiées. Quelque chose qui est vraiment, mais vraiment hot. Puis je pense que c'est depuis quelque temps, là, les jeux que je joue, là, ils me donnent ça et je suis content parce que ça va dans ce que moi j'aime dans le hobby, dans le board game. Il n'est pas trop tight, bien au contraire. C'est un jeu qui keeps on giving. Qu'est-ce que je veux dire par là? Refaisons là, une carte là, très, très, très rapidement. Fuck les suspects, là, on met ça comme ça. Parce qu'il y aura toujours 8 cartes de ville comme ça, là, des cartes flim-flam. Puis là, je pense que j'ai égaré mon... Ah ben, attends, il est ici. Mettons que j'ai une force de 3 sur mon action enquête. Ça veut dire que je peux me promener de 3. 1, 2, 3. Pas la position de départ, mais ça veut dire que je ramasse, pas juste 2 balles, je ramasse un téléphone, une ressource de mon choix et 2 balles, à condition qu'il en reste. Je ramasse partout ce que j'ai marché. Tu veux aller jouer le calendrier, non seulement tu gagnes le bénéfice sur lequel tu atterris, mais tout ce que tu as passé, sauf ton point de départ. Donc, tu as commencé ici, c'est non couvert, 1, 2, 3, 4. Ben, je peux aller voir un suspect, je fais de l'argent ou je choisis des points et je fais des points. Le jeu, il est toujours comme ça. Ici, les pistes donnent toutes des trucs. Les Fedora sont super le fun. Un Fedora, c'est une frime. Une frime ou un... C'est quoi le bon terme, là, si je veux utiliser un bon français? Essentiellement, le Fedora remplace n'importe lequel des 3 autres ressources de base, soit le calepin, le téléphone et le whisky. C'est un jeu qui va te donner, pour moi, toute l'expérience et la tension de choisir un dé, puis tu sais, après ça, de dire quelle couleur, parce qu'un coup que tu dis j'ai pris un dé noir, tu ne peux plus aller piocher un noir. Puis là tu as des gens là, qui
qui vont être autour de la table, qui vont faire, ben là, moi, je veux un blanc, puis moi, je veux un... Il y a cette tension-là de dire qui va aller chercher quoi et dans quel ordre. Mais pour ajouter à l'intérêt, chaque joueur aura un dé de sa couleur qui lui est réservé. Ça veut dire que tu le sais que tu as une valeur garantie. Les autres joueurs savent que tu as une valeur garantie. C'est à toi de bien le timer parce que si tu le prends à la fin, ça veut dire que tu vas avoir pu bénéficier du pool public. Mais si tu le prends au début, tu vas peut-être perdre des choix intéressants qui sont ici. Les balles, tu as 8 balles, ben tu peux faire 6, 4, 3, 2. Tu sais, tu peux les tourner. C'est pas à chaque tour, vous devez n'utiliser qu'une ou deux balles. Non, 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 tu peux utiliser ce que tu veux. Les rotations de 6 à 1 et de 1 à 6 sont permis. Essentiellement, c'est un jeu qui m'en donne beaucoup et qui me pose très peu de barrières. Et ça, pour moi, là, c'est fantastique parce que, tu t'enfarges pas dans des règles à pu finir. Tu as toujours des ressources, des balles, du cash, des dés, des affaires. Donc, tu as tout le trip d'un Eurogame, de te promener, d'aller voir, d'aller ramasser des ressources. Et j'ai pas trouvé aucune des actions qui est vraiment plus faible. The Office va te permettre de rendre chacune de tes actions plus fortes, puis en montant les tracks, ben, ça te permet de faire des points, d'aller chercher des bonus et des actions. Le calendrier, ben, c'est des super belles pistes qui donnent des super bonnes affaires. Investigate te permet de te promener. Qu'est-ce que ça fait de promener? Tu ramasses des ressources, ça te permet de couvrir des suspects. Donc, peut-être que toi, tu as vu le suspect 3, puis boum, tu veux le cacher rapidement tant que quelqu'un n'ira pas perdre un tour pour aller acheter la carte. Donc, pendant ce temps-là, ben, tu es le seul qui a une information privilégiée. Puis en plus, ben, ça te permet de savoir qui est sur le plateau. À quoi ça sert? La déduction. Tu le sais qu'il n'y a pas plus que 3 grenouilles, 3 taupes et 3 rats. Il y a 4 cartes qui sont là. Donc, plus tu trouves des suspects dans la rue, donc finalement, c'est des gens que tu as relâchés parce qu'ils ne sont plus suspects, ils ne sont pas dans la conspiration. Donc, tu as une portion de jeu de déduction là-dedans. Le côté secret de dire « j'ai une information que toi tu n'as pas », c'est quelque chose qui est vraiment spécial dans un jeu qui mélange des mécanismes essentiellement euros. D'où le fait que j'ai de la misère à dire que c'est un euro. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est un euro. Oui, ce l'est parce que tu as des tracks là, tu fais des points, tu as des tracks là, tu vas faire un genre de tableau avec les paquets d'allumettes ici. Les paquets d'allumettes, donc ceux que à partir de 5 de différents, ça commence à te donner des points, puis après ça, c'est plus 5 points à chaque 5 de plus. Si tu en as 3 de pareil, ça va te donner 5 points. Si tu en as 4 de pareil, ça va te donner 7 points. C'est très euro dans son scoring, mais la couche de peinture est assez épaisse pour dire que tu le sens pas comme un euro. Tu n'as pas l'impression de jouer à un Vladimir Suhi, où c'est que, je sais pas, moi, mettons, dans un... je suis en train là, de tester le Praga Caput Régni. Ben, ça, c'est un vrai euro, là. Tout te donne des points, puis tout te fait monter, puis ça te donne une action de plus. Puis... Et ça, tu as toute la même affaire. Mais en une heure, sans ce sentiment-là que c'est un euro. Donc, pour moi, ça l'a frappé un puissant coup de circuit. Moulto problème peut-être pour certaines personnes, le jeu n'est pas jouable solo. C'est un 2 à 4 joueurs. Mais, étant quelqu'un de généreux, si tu vas sur BGG, je t'invite à aller essayer le mode solo que j'ai mis de l'avant. Bon, ici, je commence à page 3. Là, j'ai enlevé, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit, fait que la page de présentation, je l'ai enlevée. Mais un coup là, que tu as lu les règles du pouce et tout l'automa roule sur ces 2 pages-là et 22 cartes. Carte de sélection de dés, carte de décision et des cartes de déplacement. Évidemment, je l'ai designé, fait que je vais me faire de... Je te dirais pas, hey, by the way, là, je me suis tellement planté avec ça que vas-y pas.
J'ai joué autant, c'est pas plus, le jeu en solo qu'en multijoueur. Et mes scorings sont arrivés dans le même ballpark. C'est un bas ton propre score, beat your own score, mais avec un automa qui va aller chercher des cartes, qui va piquer des dés. Donc, tu sais, tu as quand même l'impression de jouer contre quelqu'un, mais au lieu d'avoir fait une grosse table, puis de faire là, une maîtrise en mathématiques là, pour essayer de dire si l'automa, tant de cartes, tant de ci, tant de ça, il a rendu là, calcule tes points, puis essaye de faire mieux que la dernière fois. Tu sais, mettons, moi, je tourne autour de 75 points. Mettons entre 70 et 80, c'est moi ma partie, une partie régulière. Mais on voit que ça peut aller à 100 plus. Donc, il y a sûrement de la place pour m'améliorer. Bref, je ne vois pas qu'est-ce qui fait de mal ce jeu-là. Le gameplay est engageant. Le thème est assez, je te dirais, comme enfantin pour mettre quelqu'un de 10-12 ans autour de la table, malgré les cigarettes, les revolvers. Il n'y a rien qui a opposé à la TV. Mais il est assez adulte pour garder des adultes engagés sans que ça ait l'air là, d'un jeu pour enfants. La qualité de production est excellente. Puis, tu sais, je t'ai fait un mode solo. Si, comme moi, tu es un soloiste, puis tu n'as pas toujours des gens autour de toi pour te taper une game de Swords and Malone le soir. Setup, gaming, remis dans la boîte. Un coup, tu connais les règlements. 1h15, c'est fini. Ça ne brûlera pas toute ta soirée. Puis, selon moi, tu vas avoir un sacré bon temps. Et c'est ça qui conclut ma revue de Swords and Malone. J'espère que ça a répondu à tes questions. Puis, pour le reste, écoute-nous, moi je remballe tout ça. Et on se voit très bientôt à table pour d'autres choses. Who knows? Salut là!